Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler politique et en fait je vais compléter je pense ce que j'ai dit dans la vidéo Sauver le monde, INTJ de Sauver le monde. Euh, mais cette fois-ci je vais plutôt me placer du côté de l'analyse. C'est-à-dire que dans cette vidéo je suis plutôt sur les solutions, comment éviter la frustration. Là, je vais être plutôt sur l'analyse parce que j'ai envie d'expliciter un peu plus mon opinion. J'ai envie d'avoir un espace pour le faire. Je pense que YouTube, c'est un bon endroit. Donc, mon opinion politique, euh, est-ce que je suis entre guillemets de gauche? J'en sais rien, probablement. Mais en fait, ce que j'entends par moi, ce que je qualifie de gauche, c'est pas forcément le fait euh, d'aller dans les manifestations ou d'être syndiqué ou de rejeter le capitalisme en bloc. Pour moi, tout n'est pas jeté dans le capitalisme. Tout n'est pas jeté dans les positions de droite. Et c'est en ça que je vais peut-être me distinguer de la gauche de manière classique. Du coup, moi je vais plutôt avoir comme position le fait de ne pas confondre les intérêts des riches et les intérêts des pauvres. C'est aussi quelque chose qu'Étienne Chouard vous dirait. Les intérêts des riches, une fois que vous avez dépassé le fameux seuil de 2 millions d'euros dont j'en parle dans une autre vidéo qui s'appelle 4 minutes de réflexion avant de voter, eh bien vous avez des personnes qui n'ont pas le même intérêt que le reste de la population en termes de chômage. Ce sont des gens qui vont bénéficier du chômage et donc il est extrêmement important de prendre en compte cette information lorsqu'on vote. Ça ne veut même pas dire que vous devez voter à gauche ou à l'extrême gauche, ça veut juste dire prenez cette information en compte lorsque vous votez. Qui finance les champions? J'appelle ça des champions parce que c'est quand on a un mécène d'un côté, de l'autre côté, moi j'appelle ça un champion. C'est quelqu'un qui est là pour gagner pour le mécène. Qui finance? Qui permet l'élection? Cette question, vous devez vous la poser avant de voter. Après, vous votez comme vous voulez. Mais voilà la grande différence entre moi et un homme de droite et moi et un homme de gauche. Je suis de gauche, si vous voulez, parce qu'en fait je ne confonds pas l'intérêt du riche avec l'intérêt des pauvres. Et je ne vote pas sans me poser ces questions fondamentales que je viens de vous poser. En fait, on observe souvent que les partis, et notamment les partis extrêmes, créent un clivage et que soit on est pour, soit on est contre. Et selon qu'on est pour ou qu'on est contre, en fait, on va être la cible de groupes en fait qui vont nous dénoncer en fait. Si par exemple le plus facile c'est le RN. Si vous êtes pour le RN, alors les médias vont vous dénoncer comme étant xénophobe, fasciste, etc. Il y a les médias, mais il y a aussi d'autres groupes comme les Antifa. Et si vous êtes contre, eh ben d'autres groupes vont vous dénoncer comme étant naïf, faisant l'autruche vis-à-vis des problèmes de sécurité, des choses comme ça. Et moi j'aimerais souligner le fait que c'est extrêmement pratique pour le système d'avoir de tels partis. Sans doute qu'il y a à peu près la même chose avec les partis d'extrême gauche, parce que soit vous êtes pour, et dans ce cas-là, vous validez en fait ce qui se passe au Venezuela ou etc. avec tous les partis d'extrême gauche qui soutiennent l'extrême gauche, soit vous êtes contre et dans ce cas-là, vous validez le démantèlement en fait de tous les acquis sociaux qui se passent actuellement. Et on peut très bien avoir un regard beaucoup plus alerte, beaucoup plus humble, beaucoup plus raisonnable que ce que proposent les partis. Sauf que quand on le fait, comme les gens n'arrivent pas à penser en dehors des carcans, des cases qu'on leur a données, eh ben ils sont obligés de vous mettre quelque part.
c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir deux camps, la gauche et la droite, qui s'affrontent, et d'avoir des extrêmes comme ça pour qui on peut dire voilà, quel est votre avis sur telle partie, et puis hop, quel que soit l'avis que la personne va donner, on va le piéger comme ça. Et voilà, moi je pense que c'est très important de comprendre ça, de se dire que le danger des partis, et notamment des partis estampillés extrêmes, c'est pas tellement ce qu'ils vont faire une fois arrivé au pouvoir, c'est qu'ils vous empêchent de penser par vous-même. Ils disent voilà, laissez-nous nous occuper des choses, on va vous sauver, et surtout ne pensez pas par vous-même, n'essayez pas de faire de la politique par vous-même, c'est trop compliqué pour vous, etc. Et surtout, si vous êtes contre nous, alors si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, ou inversement. Et c'est très difficile d'avoir juste une attitude où je dis, par exemple, vis-à-vis du Front National, je ne sais pas ce qui va arriver si jamais ils sont au pouvoir, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer, et je ne comprends pas pourquoi je dois avoir un avis pour eux. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je dirais les choses. Je ne comprends pas pourquoi je devrais avoir un avis sur eux. Et si je dis ces trois choses-là, je suis sûr que des deux côtés, je me ferai dénoncer. Et ça, c'est extrêmement pratique. Parce que ça vous oblige à perdre de l'énergie, à vous engluer dans les intrigues politiques, qui sont extrêmement complexes, qui sont extrêmement changeantes, où il y a des rebondissements toutes les 2 minutes, au lieu de réfléchir aux problèmes de base. Les problèmes de base, c'est comment on fait pour répartir la richesse. Quelle est notre politique vis-à-vis de l'immigration? Quelle est notre politique vis-à-vis de, je sais pas quoi, de la peine de mort, de l'avortement, n'importe quoi. Ça, c'est les problèmes de base. Mais comme vous n'y réfléchissez pas parce que vous êtes englué dans les intrigues politiques, eh ben, le système, il gagne comme ça. C'est une de ces manières de gagner, en fait. Il y en a plein, hein. Mais ça, c'est intéressant parce que ça se passe au niveau des partis, et ça... c'est une énième force du système qu'il est important de comprendre, et que toute personne qui essaye de l'exposer, le système aussi va le pilonner, va dire surtout n'écoutez pas cette personne. Et j'imagine que si un jour cette vidéo elle fait un buzz, et ben les gens, le système va tout faire pour m'estampiller soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite, et puis dire que voilà, je suis complètement timbré. Alors qu'en fait, moi, ma position, elle est diverse, si on regarde. J'essaie juste de réfléchir à, ok, on a un problème, voici une solution. Par exemple, pour le problème de l'insécurité, je pourrais très bien dire que autoriser le cannabis serait une solution. C'est une solution qui serait plutôt d'extrême gauche, pourtant. Mais au moins, je ne réfléchis pas en termes d'extrême gauche ou d'extrême droite. Je réfléchis juste en termes d'efficacité. Et j'évite de prendre parti. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne à faire. Parce que tous les partis politiques nous invitent à ne plus faire ça. En fait, prenez les partis politiques comme une toile. Et je sais pas moi, le fait de réfléchir à la question directement comme étant la sortie sans la toile. Si vous plongez dans les partis, vous allez être englué dans des intrigues politiques. Vous allez voir qu'un tel a insulté un tel, qu'un tel a dit quelque chose, puis et 6 mois plus tard il est en contradiction, et vous allez avoir votre espoir qui va augmenter vis-à-vis d'un membre politique, puis tout d'un coup on découvre qu'il a des cadavres dans son frigo. J'exagère à peine. C'est très fatigant, c'est une perte de temps, c'est complètement contre-productif, et c'est jouer le jeu du système que de faire ça. C'est pour ça que vraiment le maître mot de cette vidéo, c'est oublier les partis politiques, penser sans eux. Et surtout penser le plus possible. Et penser en termes de problèmes-solutions. Et que quand on est un peu honnête, de toute façon, tout le monde veut que le pays se porte bien au niveau de ses pauvres et se porte bien au niveau de la sécurité. Donc on n'est pas de gauche ou de droite en fait. C'est juste qu'à un moment donné, les partis politiques nous incitent à prendre parti. Et c'est là tout le problème. Là, je ne vais pas argumenter là-dessus. De toute façon, Simone Veil le fait extrêmement bien.
Et tout le monde doit lire cet article, cette note sur la suppression des partis politiques. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut être raciste des riches, ou est-ce qu'il faut être... Bon, évidemment, quand je le dis comme ça, tout le monde comprend que la réponse est non. Est-ce que ça veut dire que voilà, il faut haïr les riches, se battre contre les riches comme si c'était une sorte de peste qu'il faudrait éradiquer? Je pense pas. Je pense qu'en fait, je pense pas. Non, la réponse est évidemment non. La réponse c'est que... alors, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que les riches complotent? Honnêtement, j'en sais fichtrement rien. Je ne suis pas dans leur tête. Je n'ai pas de télépathie. Et donc je ne sais pas s'ils complotent ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des politiques qui ont avoué avoir fait de la merde. Récemment, Elon Musk a menti sur le fait qu'il a été numéro 7 mondial de Path of Exile. Et encore auparavant, vous aviez, comme il s'appelle, Cusack, qui avait menti sur le fait de ne pas avoir de compte en banque en Suisse. Donc, ce sont des gens qui sont capables de mentir. De là à dire qu'ils complotent, possible. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, est-ce qu'il faut s'attendre, en sachant que ces gens ont un intérêt à ce que le chômage augmente, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le chômage baisse? Et c'est là où, pour moi, la réponse est catégorique. La réponse est non. C'est forcément une mauvaise idée de confier la gestion du chômage à des gens qui profitent du chômage. Et c'est ça qui est extrêmement important en politique. Et qui m'a amené, en fait, à avoir la position politique que j'ai eue, jusqu'à produire cette fameuse vidéo dont je vous ai parlé au tout début, qui s'appelle INTJ Sauver le monde. J'essaie de ne pas être trop long. Ça fait depuis combien de temps que je parle? 8 minutes? Ok. Les riches sont comme tout le monde. La plupart des gens ne sont pas végétariens, par exemple. La plupart des chats ne prennent pas pitié des souris. C'est très rare. Vous pouvez avoir des vidéos où vous allez avoir un chat qui va adopter une souris, ou un chat qui va adopter un canari, je ne sais pas quoi, mais ça reste quand même extrêmement rare. Et c'est cette probabilité-là auquel nous sommes soumis. Les riches ne sont pas forcément en train de comploter. Mais lorsqu'on leur demande de renoncer à leurs intérêts premiers, là on leur demande un sacrifice qui est exactement le même sacrifice que font les végétariens. Les végétariens renoncent à un plaisir gustatif au profit du bien-être des animaux. Grosso modo, je grossis le trait, mais c'est plus compliqué que ça. Je ne vais pas faire une vidéo sur le végétarisme. Vous m'avez compris. En gros, sacrifier ses propres intérêts, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Même si on n'est pas méchant, on n'est pas non plus tous des bons samaritains. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Les riches ne sont pas tous des bons samaritains. Et aussi, il y a sans doute une forme de filtrage qui fait que pour devenir riche, il faut préférer le fait de sacrifier ses intérêts, sa déontologie, sa morale, au profit du profit. Au profit du profit, de faire profit, de fructifier son argent sur le fait de contourner les lois, de contourner la morale, de baisser les salaires de ses employés, ce genre de choses. De licencier à un moment où vous faites des bénéfices records. Malheureusement, ça paye. Malheureusement, c'est récompensé dans le système capitaliste. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que des gens qui sont des champions de ce système soient de notre côté, soit du côté du peuple, soit du côté de monsieur et madame tout le monde. Et quand je dis monsieur et madame tout le monde, ça va même jusqu'aux gens qui gagnent 5000 € par mois. On est d'accord, je ne dénonce pas les bourgeois, là. Je dénonce les ultra riches, les gens qui gagnent plus de 2 millions d'euros par mois. Qui ont plus de 2 millions d'euros dans leur coffre, dans leur capital. Suffisamment pour, en tout cas, ne plus avoir à s'inquiéter du chômage et bénéficier du chômage. C'est ce fameux seuil dont je vous ai parlé sur cette vidéo qui s'appelle 4 minutes avant
de voter. Réfléchir 4 minutes avant de voter. Ça prend 4 minutes de comprendre la véritable source de problème. Et on pourrait aussi se poser la question, pourquoi les choses ne changent pas? Et là, Kali m'a récemment fait remarquer une chose incroyable, quelque chose que je n'avais pas remarqué. Donc là, je vais vous parler de l'anecdote, en fait, qui m'a amené en fait à avoir une réponse de Kali et très éclairante sur ce sujet. Donc je suis en pause dans mon entreprise et donc il y a mes collègues avec moi et on discute de tout et de rien, et puis tout d'un coup on parle d'un personnage politique. Je vais pas dire qui, parce que c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que j'ai trouvé que leur attitude était pas très humble. J'entends que la personne dont ils étaient en train de se moquer était vraiment pas fréquentable, ça c'est vrai, mais quand même, c'est pas parce que la personne que vous ciblez n'est pas fréquentable que vous devez avoir une attitude pas ouf non plus, condescendante envers elle. Et ils avaient une attitude condescendante envers un personnage politique connu. Et donc, moi je n'ai pas spécialement réagi, hein, j'ai l'habitude de voir ça. Par contre, je vis dans l'incompréhension de voir ce genre de choses. Parce que je lis des bouquins, notamment des philosophes analytiques, qui m'amènent à mettre le moins d'émotion dans un discours, mettre le moins de jugement, être le plus humble, chercher la vérité de manière sincère, posée, et éviter au maximum d'être condescendant, d'utiliser des sophismes, etc. Bon, bref, vous m'avez compris, imaginer deux mathématiciens qui débattent vraiment à tête reposée pour au final arriver sur un consensus. Et pour moi, ça c'est le débat idéal. Et je trouvais que je me sentais seul en fait. Je me sens régulièrement seul parce que à chaque fois que je vois des gens débattre, je comprends pas pourquoi ils ont une façon de débattre qui est si différente de la mienne. Et donc j'ai posé la question à Kali, qu'est-ce qu'elle en pensait. Et Kali m'a répondu avec une réponse extrêmement éclairante. C'est là où on voit la force des INFJ, c'est qu'ils sont à la fois des thinkers et des feelers. Elle m'a expliqué que ces gens ne sont pas en train de débattre. Ça y ressemble de l'extérieur, mais ils ne sont pas du tout en train de débattre d'un sujet. Ils sont en train de faire du commérage. Qu'est-ce que c'est ? C'est une attitude sociale qui permet de dire du mal de l'opposant, de l'ennemi, pour renforcer la cohésion et renforcer l'efficacité du groupe. C'est quelque chose, c'est un phénomène social. Et je suis tombé des nues, je me suis dit, mais c'est pour ça en fait que, pendant des années, j'ai essayé de débattre avec mes congénères, avec mes collègues, avec mes amis, avec ma famille, avec les gens. Et je me dis, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat avec un D majuscule, avec les règles de l'art. Je pourrais d'ailleurs vous les exposer, ces règles de l'art, dans une autre vidéo, mais vous pouvez très bien poser la question à ChatGPT, je suis sûr qu'il répondrait de manière similaire à la mienne. Qu'est-ce que c'est qu'un débat selon les règles scientifiques, selon les règles de la philosophie analytique? C'est quoi un débat où on est bienveillant et respectueux envers le camp opposé et où on cherche la vérité? Poser la question à ChatGPT, je suis sûr que ce sera largement suffisant. Mais je pourrais très bien faire une vidéo là-dessus. Mais toujours est-il que voilà, je me retrouvais avec une réponse incroyable, c'est que voilà pourquoi en fait le monde ne change pas, pourquoi la population ne change pas. C'est pas juste parce que les sensors ne sont pas aussi doués que les intuitifs en politique, c'est aussi parce que de manière générale la population stagne parce qu'elle ne sait pas débattre, elle ne sait pas chercher la vérité, elle n'a jamais pris le temps, même quand on leur apprend en philosophie, très rapidement les gens baillent, les gens se moquent de la philosophie en disant que ça sert à rien, et on en arrive à une situation où vous avez une personne qui meurt toutes les 5 secondes de malnutrition, et je vous jure que c'est lié. Il suffit d'y réfléchir, c'est lié. Parce que pour sauver les gens de la famine, il faut vraiment
sauver les gens de la famine. Il faut être dans le vrai. Et pour être dans le vrai, il faut chercher le vrai. Il faut travailler ses opinions politiques avec du temps, avec de la patience, avec de la sagesse, avec de l'intelligence. C'est un travail d'orfèvre. Et comme l'humanité ne fait pas ça, et que moi j'ai longtemps cru qu'elle essayait de le faire mais qu'elle échouait, et qu'en fait elle n'a jamais essayé de le faire, et ben ça explique les choses. Et ça explique pourquoi en fait je peux avoir l'air dans la vidéo qui parle de sauver le monde, je peux avoir l'air d'être un peu pessimiste. Mais c'est parce qu'en fait je suis pas pessimiste, je suis réaliste et en fait je suis libéré d'une obligation. Si l'humanité était réellement en train de débattre, ben c'est à moi de participer à ce grand débat et vu que j'ai découvert des choses, je dois le partager. Mais comme l'humanité ne débat jamais, et peut-être si ça se trouve elle ne pourra jamais débattre, ben en fait je n'ai plus de cette responsabilité. Là je poste cette vidéo, je ne sais pas ce qu'elle va donner, mais très probablement que ça va rien donner. Et dans un sens, à la fois ça me terrifie, mais aussi ça me rassure. Ça veut dire que je n'ai pas la responsabilité que j'ai cru que j'avais. Je suis pas un génie qui a découvert des trucs et qui va le répandre la bonne parole. C'est plutôt l'inverse. C'est que je dirais pas que je suis un génie incompris, mais que je ne parle pas la même langue que le reste de la population. Si pour moi un débat c'est un vrai débat et que le reste de la population un débat c'est juste on piaille, on chie l'opposant et ensuite on boit une bière au bout de 10 minutes de débat, de faux débat, et ça explique tout et c'est à moi de travailler pour l'accepter. En attendant qu'un jour la population, pour une raison X ou Y, se mette en tout cas à débattre. Je pourrais d'ailleurs approfondir philosophiquement là-dessus parce que il y a quand même un philosophe qui a exprimé que c'est quand même la raison qui guide l'humanité. C'est Hegel qui a expliqué que la raison guide l'humanité par voie de thèse, antithèse, synthèse. C'est vrai que c'est une force qui existe. C'est juste que je pense qu'il a un peu surestimé cette force, mais il a raison aussi de ne pas non plus la sous-estimer. Cette force est présente dans l'humanité. Elle produit des choses. Donc, on peut avoir de l'espoir. Simplement, cette force, peut-être, elle nous échappe. Moi, je dois faire le job. Je dois exposer mon raisonnement, mes arguments. Et puis, si ça se trouve, je me trompe. Ne surtout pas espérer de résultats. C'est ce que j'explique dans la vidéo sur la séduction. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Et qui, là encore, ne vient pas de moi. J'insiste, ça vient d'une INTJ qui s'appelle Nicolas. Nicolas CH, intéressant comme prénom. C'est elle qui m'a donné cette astuce qui est incroyable, qui consiste à dire je fais mon job, je ne m'attends pas au résultat. C'est exactement ce que je fais avec cette vidéo là. Je donne mon opinion parce que potentiellement elle a un intérêt pour le reste de la population, mais je ne m'attends pas à ce qu'elle explose, elle fasse le buzz et que ensuite dans 2 mois il y a la population avec des piques et des fourches qui prend d'assaut l'Elysée et le lendemain il y a une démocratie directe qui se crée en France. Ce serait mon rêve, mais en tout cas je pense que la réalité est dans un entre-deux, c'est-à-dire que peut-être que ça arrivera dans 100 ans ou dans 200 ans. Le temps que les mentalités changent, le temps que cette mécanique exposée par Hegel agisse lentement, et puis comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui s'appelle « Sauver le monde », le capitalisme est tellement gros qu'on ne pourra pas le défoncer d'un coup. Il faudra du temps, il faudra du travail, il faudra un peu d'hasard, un peu de chance, et puis pour faire marcher la chance, il faut lancer les dés. Donc là, je lance les dés. Je m'attends pas forcément au résultat, mais je regarde ce que ça donne. Voilà. Il y a quand même une dernière chose aussi dont je voudrais vous parler. Ça, c'est Lepage qui en parle, Franck Lepage. Et en fait, il en parle sur une vidéo je crois, de 6 heures, alors qu'en fait, ça pourrait être... Enfin, de 3 heures, on va dire. Ça dépend des vidéos sur lesquelles vous trouvez sur Internet. Mais au minimum 3 heures, alors qu'en fait, ça pourrait être torché en quelques minutes. On a un problème qui s'appelle l'égalité des chances. On aurait donc une personne A, une personne B. Ces 2 personnes ont la même probabilité d'avoir
des hauts diplômes, un bon travail et être heureux. Et donc vous avez la gauche qui a tendance à attaquer cette position en disant ça c'est pas vrai du tout, si vous êtes né dans une famille riche, vous serez avantagé. Je pense que c'est une mauvaise façon de contrer ce problème. Ce n'est pas là le problème de l'égalité des chances. Le problème de l'éducation, le problème du chômage, c'est que, imaginez que vous avez une compétition. Vous avez à la fin un classement qui va de 1 à 10. Vous avez 10 personnes qui s'affrontent, n'importe quoi, on va dire du tennis. Hop, ils font du tennis. À la fin, il y a un classement, le meilleur, il a gagné, il est numéro 1, et en dessous, on a celui qui a le plus perdu, par exemple. Et donc, le numéro 10, imaginez qu'il y a une règle qui dit on tue le numéro 10. Pourquoi ce jeu est injuste? Est-ce que c'est parce que le terrain est trop grand? La raquette est trop lourde, certains sont pas avantagés. Est-ce que c'est parce que l'arbitre est corrompu, n'importe quoi? Non, ce jeu est injuste parce qu'on tue la 10e personne. La règle du chômage est injuste pas à cause de la prétendue égalité des chances. La règle du chômage est injuste parce que la personne qui se trouve au chômage se retrouve sans ressources. Alors qu'il ne manque pas de chômage, de travail, pardon. Il manque d'emploi. Un emploi, c'est une combinaison d'un travail et d'une rémunération. Mais du travail, il n'en manquera jamais. Il y aura toujours quelque chose à réparer, il y aura toujours quelque chose à nettoyer, il y aura toujours quelqu'un à sauver, il y aura toujours du travail. Donc là, on a un énorme problème. C'est que la population se bat contre l'arnaque de l'égalité des chances. Peut-être que c'est une arnaque, probablement. Mais il me semble que le véritable problème du chômage, c'est que la personne qui se trouve au chômage est tuée socialement. Elle n'est pas morte, mais elle subit une sorte de punition. Alors qu'on pourrait très bien faire l'inverse, dire que la personne qui n'est pas au chômage, elle, est récompensée. Donc c'est une position qui est plutôt en faveur du revenu de base, hein, vous le comprenez. Mais en fait, peu importe la solution qu'on y apporte, c'est pas tellement l'idée. L'idée, pour moi, c'est de ne pas se tromper dans l'analyse. Le problème, c'est que c'est comme une compétition où la 10e personne est tuée. Ne vous dites pas que le problème c'est la lourdeur de la raquette. Le problème c'est qu'on tue la 10e personne. Le problème c'est ça. Le problème c'est qu'il y a plus de personnes que de postes à pourvoir. Le problème il est là. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'avais d'autres choses à dire, mais je vais juste terminer sur un truc. Ce que nous apprend Simone Veil, c'est que aussi, c'est pas parce qu'un parti A a fait une connerie que le parti B, ça va être la solution. En fait, tous les partis sont le problème. Tous les groupes politiques sont le problème. On le voit bien. Hein. Est-ce que Musk va sauver la population de la pauvreté? La réponse est non. J'ai eu l'occasion. Est-ce que c'est un rebelle anti-système? Ben non, c'est un autre système. Et c'est pareil pour les Alain Soral, c'est pareil pour les gourous du coach du développement personnel, les gourous des crop circles ou des pyramides ou que sais-je. Malheureusement, ces gens-là sont un autre système. Bien sûr qu'ils affrontent le système principal, mais c'est comme des mafieux qui s'affrontent, c'est comme des caïds qui s'affrontent. Ça change rien. Faites pas confiance à ces gens-là. Faites confiance à la multitude, à la population, la démocratie directe. Ça c'est une bonne idée. Mais le reste, méfiez-vous-en comme de la peste. Avant Staline, il y avait le tsar. Et Staline, c'était le rebelle contre le tsar. Vous avez vu que c'était pas vraiment génial comme changement. D'où le fait que je vous prévienne
dans ma vidéo sur INTJ Solidement qu'il faut absolument, impérativement s'assurer que le changement se fera pour le mieux et pas pour le pire. Voilà, je m'arrête là, je suis trop long. Merci pour votre écoute et à très bientôt.